Donc la mairie n'a pas, en tout cas au niveau de Ouagadougou, il n'y a pas eu autorisation. Cela a fait que beaucoup ont d'abord pensé que ça n'allait pas pouvoir se tenir, mais en fin de compte, c'est ce que nous avons donc pu voir. La manifestation a eu lieu et quand vous arrivez, c'était des courses-poursuites. On n'arrivait pas à distinguer les journalistes et puis les manifestants parce que tout bougeait. Ça fait que les manifestants qui voulaient avoir comme point de rassemblement au niveau de la place de la Nation n'ont pas donc obtenu cette possibilité-là. Donc ça fait qu'ils étaient obligés de rester autour de la place de la Nation et faire tenir tête avec les forces de l'ordre qui empêchaient que tout rassemblement puisse se faire parce que la marche n'a pas été autorisée. Et cela a donc suscité la colère des manifestants. Ça fait qu'ils ont commencé à brûler des pneus un peu partout au centre-ville. Je note aussi que le bâtiment de la mairie centrale a subi aussi la furie des manifestants. Et ça fait penser au fait que le maire de Ouagadougou n'a pas donc autorisé cette marche, d'où cette colère, cette façon de montrer qu'on n'est pas d'accord avec cet état de fait. Et là, c'est au niveau de l'état civil qui a été donc saccagé. C'est ce qu'on a pu constater. Au-delà de ça, il y a des pneus qui ont été brûlés par-ci, par-là, même du rond-point de la Padoua jusqu'à Palace Hotel, Ouaga 2000. Et nous avons donc pu voir des pneus brûlés sur le goudron. Et un peu partout au centre-ville, c'est ce qu'on a pu voir. Il y a eu vraiment des courses-poursuites. La température était tellement tendue au point qu'on avait vraiment la crainte qu'il y ait donc des blessés et même des situations dramatiques que nous avons vraiment l'habitude de voir lorsque des manifestations se dégénèrent. Voilà grosso modo ce qu'on a pu donc rassembler comme fait sur le terrain. Est-ce que, Alphonse, malgré tout, vous avez pu constater que les Ouagavillois menaient, on va dire d'une certaine manière, leur quotidien comme ils ont l'habitude de le faire? Pas du tout, parce que beaucoup de boutiques sont restées fermées, surtout au niveau du centre-ville, par prudence, parce qu'on n'en sait jamais. Donc des gens ont donc préféré fermer leur point de commerce, leur lieu de travail, pour ne pas que cette manifestation, si elle venait à se dégénérer, que ces derniers-là, en tout cas, subissent ce qu'il ne fallait pas. Alors, donc, par prudence, beaucoup ont fermé. On a pu aussi noter que la circulation n'était pas aussi fluide parce que il y avait des barricades un peu partout, à partir du lycée Marianne Gouabi vers la cathédrale en allant jusqu'au grand marché, un peu aux alentours. On avait des difficultés pour accéder donc à ces lieux-là. Donc, c'est pour dire que tous les points de commerce qui étaient autour là sont restés fermés pour ce qui est de Ouagadougou. Alors, donc, on ne peut pas quand même dire que cette manifestation n'a pas eu un effet, en ce sens que si on arrive, ou si la marche, à cause de cela, des gens ont fermé boutique, il faut dire que c'est à cause de la marche, il faut aussi dire que c'est pour non seulement se protéger, protéger c'est bien, je pense que c'est ce que nous avons donc pu voir sur le terrain. Et le message des manifestants, de façon générale, portait sur quoi? Parce qu'on a vu à travers les réseaux sociaux, c'est vrai que la connexion n'est pas effective au plan connexion mobile, mais on a pu voir en tout cas à travers certains sites en ligne que les revendications en tout cas étaient de toutes sortes. Il y en a qui dépendaient le départ, on va dire, du président du Faso. D'autres se cantonnaient sur le fait qu'il faille nécessairement que l'on pense plus à doter nos forces de défense et de sécurité en moyens et sur tout plan, et bien d'autres. Quel était sur le terrain ce que vous avez constaté comme revendication des manifestants? Il faut dire qu'à ce niveau, les messages étaient vraiment diversifiés. J'ai pu échanger avec d'autres manifestants qui disent qu'ils demandent que cesse cette ingérence de la France au niveau du Burkina. Donc ça, c'est par exemple une préoccupation de certains manifestants. Mais l'ensemble des manifestants demandent le départ du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Ça fait que même sur les pancartes, on pouvait vraiment
lire des messages qui demandent son départ. Et le message est clair, il pointe du doigt cette gestion chaotique selon les manifestants de ce régime en place. Au point que aujourd'hui, ce qui peut être comme alternative, c'est le départ du président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré. Vous n'êtes pas sans savoir que sur ce point-là, il y a quand même aussi des gens qui ne partagent pas cet avis. Alors, cela peut justifier le fait que la manifestation n'a pas mobilisé autant de monde comme les organisateurs estimaient ou nourrissaient vraiment l'ambition de voir sur le terrain. Et en revenant sur les messages aussi, c'est la sécurité. La sécurité parce que ça fait que beaucoup sont sortis aussi. Quand on dit que c'est une marque pour soutenir les FDS, bien entendu, il y a des gens qui vont sortir. Mais derrière encore ce message-là, il y a ceux qui demandent le départ pur et simple du président du FASO. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup vraiment d'objectifs à ce niveau. Mais l'essentiel, c'est qu'ils sont sortis et nous avons vu qu'ils ont essayé de tenir tête avec les forces de l'ordre. Ça fait que un peu partout, quand vous arrivez à la place de la Nation, c'est des pierres, c'est des cailloux, c'est tout ce qu'on peut retrouver comme armes blanches, il y avait sur le terrain. Et nous avons aussi remarqué que le siège du MPP qui est à Nons, et puis l'autre qui est à Gouin, au quartier Petit Paris, il y a eu une tentative de saccage ou d'incendie de ces sièges-là, une tentative avortée d'ailleurs. Donc, grâce à la mobilisation des habitants, ou du moins des militants du MPP, on a pu empêcher que l'incendie donc ne puisse pas se produire. Mais jusqu'à quand? Parce que ceux qui sont sortis, ils sont déterminés. Ils sont déterminés et nous avons vu que c'est des gens qui veulent aller jusqu'au bout, jusqu'à avoir le départ du président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré. Ce qui veut dire que ce n'est pas une manifestation qui va très rapidement rester sur ce point-là. Peut-être que les jours à venir, les manifestants vont donc poursuivre. Et peut-être aussi que d'ici là, les autorités vont donc apporter une réponse qui puisse apaiser les tensions. Je pense que c'est le plus important. Là-dessus, justement, Alphonse, puisque vous dites que la plupart, en tout cas, des revendications portent sur le départ du président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, est-ce que l'on pense véritablement à l'après? Si oui, Roch-Marc Christian Kaboré part, après, qu'est-ce qu'on fait? Une très belle question. Après, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que... et ce qui est difficile à ce niveau, c'est que c'est une manifestation qui n'a ni tête ni queue. Quand on dit des OSC, on ne voit pas un leader, un porte-parole attitré, tout le monde parle. Et c'est ça le drame. Admettons effectivement que le président du FASO venait de remettre sa démission. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez que ceux qui sont sortis, qui sont en train d'affronter les forces de l'ordre, vont accepter que la vacance du pouvoir soit assurée, comme cela est inscrit dans la Constitution par le président de l'Assemblée nationale? Je ne crois pas, parce que c'est tout le régime en place qui est pointé du doigt, et c'est tout le régime, son départ qui est demandé. Donc je pense que effectivement, il faut analyser. Il faut analyser et ça m'a fait penser au fait le CFOP qui a manifesté sa solidarité, son soutien par rapport à la marche, mais qui n'appelle pas ses militants à sortir, à rejoindre les marcheurs. Je pense que tout ça, ça pose un problème de responsabilité. Il y a des gens qui ne veulent pas s'assumer. Soit c'est une marche des OSC, on constate et puis on ne prend pas part, ou soit c'est une marche soutenue implicitement par des politiciens, mais que ces derniers-là se déclarent parce qu'il est ici question de la vie de notre pays. Et si le président du FASO démissionne, et si vous laissez des OSC qui ne sont pas organisés, moi je pense qu'en ce moment, la gestion du pays va être difficile. Donc, que les uns et les autres s'assument lorsqu'il est question des manifestations, parce qu'on peut arriver à un niveau
où la situation va devenir difficile, on n'aura pas un leader, je pense que ça aussi ce n'est pas bien. L'un dans l'autre, le plus important, c'est de trouver rapidement une solution par rapport à ce qui se passe quand on sait que les manifestations sont tellement déterminées et prêtes à aller jusqu'au bout. Merci Alphonse pour ces analyses. Vous restez toujours avec nous pour parler d'un autre sujet. Le Conseil des ministres s'est tenu jeudi dernier et a décidé du report en 2022 des festivités du 11 décembre à Zignaré dans la région du Plateau central. Écoutons à ce propos le ministre en charge de la décentralisation, Clément Sawadogo. Il est au micro de Sibylle Kelsey. La célébration des festivités du 11 décembre 2021 à Zignaré dans le Plateau central est reportée à l'année prochaine. Cependant, il est prévu des cérémonies de prise d'armes dans l'ensemble des provinces du Burkina Faso. Clément Sawadogo, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a invité les 13 régions à organiser des activités symboliques. Mais sur le plan national, il y aura la cérémonie de décoration. En ce qui concerne donc les activités comme les activités festives, la grande parade civilo-militaire et bien d'autres activités comme sportives, culturelles, récréatives, etc. Toutes ces activités feront l'objet de report. Le 11 décembre donc, ce que nous demanderons aux 13 régions, ce serait d'organiser des activités simples, symboliques, c'est-à-dire une cérémonie de prise d'armes suivie des décorations, je dis bien au plan régional, dans toutes les 13 régions de notre pays. Au plan national, il y aura bien sûr la cérémonie habituelle des décorations au palais présidentiel et on s'en tiendra pour l'essentiel à cela. Cette décision du Conseil des ministres intervient suite à la situation de deuil successif subie par la nation, occasionnant la désolation au niveau de la population burkinabé. Et retour sur ce plateau pour décrypter cette actualité. Alphonse, on se rappelle que les populations de Zignaré avaient battu justement le pavé pour demander le report des festivités entrant dans le cadre du 11 décembre du côté de la localité. Ces choses faites, quel commentaire ? Je pense que c'est une décision qui vient donc à point nommé parce qu'elle était attendue par les populations de la région du Plateau central et par beaucoup de Burkinabés. D'ailleurs, compte tenu du contexte actuel, la sécurité qui est menacée partout, ça fait que les gens n'ont plus l'esprit dans la fête. Et quand on parle de la célébration du 11 décembre, c'est une fête, c'est un jour où nous allions voir beaucoup de choses, des défilés, voilà, des activités sportives et bien d'autres choses. Ça fait que le contexte n'est pas favorable pour des activités de ce genre et le gouvernement a effectivement entendu, je pense, le message des populations de Zignaré. On ne peut que féliciter. Lorsque c'est bien, il faut souvent l'avouer. Maintenant, au-delà du fait qu'il y a l'aspect sécurité qui est soulevé pour demander le report, et chose que le gouvernement a accepté, suivre, il y a aussi d'autres questions liées même aux activités qui entourent la fête du 11 décembre. Vous savez qu'il y a des constructions qui doivent se faire dans cette région de Burkina Faso, le plateau central. Il est indiqué que dans d'autres localités, les travaux n'avancent pas comme il se doit. Donc, même si l'aspect sécurité n'était pas l'élément qui a fait bouger les lignes, il est indiqué que des gens allaient y lever la voix pour dénoncer la lenteur des travaux. Et à ce niveau, le gouvernement même travaillait à faire le minimum parce que le message était qu'on ne peut pas tout finir avant de célébrer. Donc, il y a des travaux qui doivent se poursuivre même après la fête. Ça, c'est vrai, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a des provinces. Quand je prends par exemple Kourouego, pour ce qui est des travaux liés au bitumage des voies, ça avance à ce niveau. Mais pour les logements, ça traîne.
parce que à l'heure actuelle là, ils sont au stade de bornage même de l'espace viabilisé. Donc ce n'est pas encore viabilisé, il y a beaucoup de choses à faire en ce moment. Donc ça fait que les choses avançaient peut-être à Zorgo et à Zignaré lentement, mais à Boussé, en dehors de route, on ne voyait pratiquement rien qui indique qu'il y a la fête. Donc moi je pense que c'est l'occasion d'accélérer les choses pour que tout le monde soit dans la fête, pour que une province ne pense pas qu'elle a été donc oubliée par rapport à cette manifestation de grande envergure qui est bien attendue par des populations de ces localités-là. Merci bien Alphonse pour toutes ces analyses et on se retrouve pour le prochain numéro de 7 jours dans la savane. Merci bien et bonne suite. Merci bien. Et nous poursuivons l'étape de décryptage avec l'audition des témoins au procès Thomas Sankara cette semaine. Eh bien, le jeudi dernier était à la barre Bernard Sanou et Issa Dominique Konaté. Ils ont livré leur témoignage concernant les événements d'octobre 1987. Le résumé de leur témoignage avec Stéphane Sanou. Bernard Sanou, témoin à la barre, dirigeait le génie militaire pendant la Révolution. Lors de son témoignage, il a laissé entendre qu'il avait des renseignements qui montraient que quelque chose allait se passer et a même discuté de cela avec Thomas Sankara, qui ne l'a pas du tout écouté. J'ai rencontré Thomas Sankara et je lui ai raconté ce qu'on avait comme information concernant Blaise Compaoré. Et il m'a dit que si Blaise Compaoré veut le pouvoir, il n'a qu'à venir le prendre. J'ai d'autres choses à faire, a indiqué au tribunal Bernard Sanou. Bernard Sanou a précisé également que c'est vers 17h45 qu'il a appris qu'il y a des tirs au Conseil de l'Entente. Ces événements l'ont trouvé malade, a-t-il signifié. Bernard Sanou a par ailleurs déclaré pendant son témoignage qu'il avait des affinités avec Thomas Sankara par rapport à Blaise Compaoré. Moi j'avais des affinités avec Sankara, mais il faut noter qu'entre Blaise Compaoré et moi, ce n'était pas un parfum de mariage, a-t-il conclu. À la suite de Bernard Sanou, c'était au tour de Issa Dominique Konaté de livrer son témoignage en rapport avec les événements du 15 octobre 1987. Membre du comité révolutionnaire en qualité de conseiller économique du CNR, Issa Dominique Konaté faisait partie du bureau politique du CNR au nom du groupe communiste burkinabé. Il a affirmé devant la barre que les tirs au Conseil de l'Entente l'ont trouvé en réunion à l'hôtel Indépendance dans le cadre du Salon international sur l'artisanat. Une réunion qui a dû être stoppée au regard des tirs, a-t-il expliqué. Le lendemain, il a été conduit au Conseil de l'Entente par les éléments de la sécurité et il y trouvera Blaise Compaoré, Boukari Lengani et Henri Zongo qui vont l'informer qu'il y a eu des incidents et le président du Faso est mort. Et justement, Stéphane Sanou, l'un des reporters de l'équipe de Savane Média du côté de la salle des banquets pour le procès Thomas Sankara, est sur notre plateau. Bonjour et bienvenue Stéphane. Bonjour Rachid Assad Zongo, bonjour à tous et à toutes. Alors, encore et toujours des témoins à la barre pour le procès Thomas Sankara. Et cette fois-ci, c'est bien sûr les sieurs Bernard Sanou et Issa Dominique Konaté. Alors, commentaire pour ce qui est en tout cas de ces témoins. Je dois dire qu'avec les témoins, comme depuis la semaine passée, depuis le début des témoignages de ces personnes-là, on arrive à découvrir certaines choses parce qu'avec les témoins, comme je le disais la dernière fois, les langues se délient et donc on arrive à appréhender, à comprendre certaines situations avant, pendant ou même après, légèrement le 15 octobre. Et pour ce qui est de Bernard Sanou, qui était le chef du génie militaire à l'époque, comme je l'ai dit dans mes propos, dans le VTR, c'est quelqu'un qui avait déjà prévenu Sankara à l'époque des menaces qui pesaient sur lui et Sankara a joué la sourde oreille comme les autres aussi l'avaient prévenu. Parce que à entendre tous ces témoins et particulièrement Bernard Sanou, quand on parlait de Blaise Compaoré à Thomas Sankara, quand on parlait de Blaise Compaoré qui voudrait le pouvoir ou qui voudrait attenter à sa vie, Sankara n'acceptait jamais. Il pouvait même, selon les témoins, ne plus te parler. Et des témoins ont même dit que Sankara disait à l'époque que si tu touches à Blaise Compaoré, je ne te parlerai plus jamais de toute ma vie. Donc avec Bernard Sanou aussi c'est pareil, il a dit qu'il a rencontré Sankara à plusieurs reprises pour essayer de comprendre ce qui se passait, mais Sankara a toujours joué la sourde oreille. Sankara ne prenait jamais soin justement de sa sécurité. Et lui, Bernard Sanou, a même
essayer de changer la sécurité de Sankara, sa sécurité rapprochée, pour pouvoir justement l'aider quant à sa survie, quant à la préservation de son pouvoir qui certainement l'intéressait plus, parce que il a dit que quand il a rencontré Sankara, Sankara lui a dit que quand il a rencontré Sankara concernant les menaces qui pesaient sur lui relativement à Blaise Compaoré, il a dit que si Blaise Compaoré veut le pouvoir, il n'a qu'à venir le prendre, parce que lui il a autre chose à faire si Blaise Compaoré voulait le pouvoir. Donc ça montre à tel point Sankara, comme les gars le disaient, n'était pas intéressé par le pouvoir, et il savait bien que si, comme certaines personnes l'ont dit, si Blaise Compaoré voulait le pouvoir, Sankara l'a dit, si Blaise Compaoré veut le pouvoir, c'est imparable. Si Blaise Compaoré veut le tuer, c'est imparable. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire, parce que Blaise Compaoré, c'est celui qui maîtrisait tous les corps, et c'est même dit, selon certains témoins, tous les corps Blaise Compaoré avait la domination. Il maîtrisait même ceux qui avaient la sécurité de Thomas Sankara. Donc si un coup d'État devait arriver, c'est que ça ne pouvait pas échouer. Et je pense que c'est ce qui fait que Sankara disait à l'époque que si Blaise Compaoré veut le pouvoir ou bien veut attenter à sa vie, c'est que c'est déjà fait, c'est comme si c'était déjà fait. Pour Issa Dominique Konaté, c'est toujours pareil. C'est quelqu'un qui était membre du CNR et il était conseiller économique, qui représentait les groupes communistes, un groupe communiste au CNR. Lui aussi, c'était pareil. Mais avec lui, la particularité, c'est que lui, il a dit qu'il a su que il a appris le coup d'État en étant à l'hôtel Indépendance. À l'époque, ils ont dû suspendre la réunion. Et après, il est parti à la maison parce qu'on lui a dit de rentrer à la maison. Et le lendemain, il a été conduit au conseil de l'entente pour apprendre ce qui s'est passé. Et il a rencontré Boukari, Lengani, Henri Zongo, Blaise Compaoré, qui lui ont dit que des incidents se sont produits au conseil de l'entente et le président en est mort. Donc, quand tu l'écoutes, il a l'impression de parler comme Étienne Traoré la dernière fois, qui semble avoir été berné, parce que selon eux, Blaise Compaoré a pesé plus sur la thèse d'un accident, d'un incident ou d'une réaction de Thomas Sankara, ce qui a abouti à la mort de Sankara. Et c'est comme ça que Issa Dominique Konaté pense, et c'est ce qu'il a dit, c'est le témoignage surtout qu'il a laissé entendre devant le tribunal de Urbain Meda. Donc je crois que c'est grosso modo ce qu'on peut retenir de ces différents témoignages, de ces deux témoins. Mais bon, comme je l'ai dit depuis le début, quand on regarde ces personnes, vraiment, ils ont pris par le coup de l'âge, d'autres souffrent. Et par exemple, Bernard Sanou, lui, c'était difficilement audible tout ce qu'il disait. On sentait pas, on n'entendait pas très bien. Et vu le poids, il semblait malade aussi. Donc, je pense que c'était pas évident, c'était pas aussi facile de l'écouter. Bon, avec Issa Dominique Konaté, ça valait mieux. Donc pour la plupart du temps des témoins ou même des accusés, vraiment on sent passer 87 à aujourd'hui, ça fait 34 ans. 34 ans plus des gens qui avaient peut-être 30 ans ou 27 ans. On sent que c'est la soixantaine, d'autres ont 70 ans ou même plus. Donc pour venir témoigner pendant 2 heures, 3 heures ou même toute une journée, souvent ce n'est pas évident. Ils sont obligés de s'asseoir et vraiment de se remémorer, surtout parce que se rappeler des événements d'avant, le 15 ou pendant ou après, c'est pas souvent facile, parce qu'ils n'ont plus ce jeune âge qu'ils avaient. Mais quoi qu'on dise, la fouille en termes d'archives, en termes également de mémoire, pour en tout cas de ces témoins-là, quoi que l'on dise, ne décrédibilise pas, on va dire, des éléments pour permettre l'atteinte de la vérité quant bien sûr au procès Thomas Sankara. Tout à fait. Et on précise également que le procès suit son cours, pour ce qui est en tout cas de la semaine à venir, et que probablement vous serez encore des nôtres pour en parler. Tout à fait. Merci encore Stéphane Sanou pour ces décryptages de l'actualité en lien avec le procès Thomas Sankara. Merci Rachid Assar Zongo, merci à tous et à toutes. Et vous restez avec nous pour passer à une autre étape, ou sinon parler d'autres actualités. Hors de chez nous, en Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a rejoint ses soldats sur le champ de bataille. Sur le terrain, il est déjà à la manœuvre en dirigeant les combats contre les rebelles du Tigré. Abiy Ahmed a annoncé vendredi dernier avoir repris de vastes zones qui étaient occupées par les rebelles. C'est notamment les régions de Afar, Burka et Chifra qui étaient sous le contrôle des rebelles. Ces derniers, pour rappel, menacent plusieurs zones ou sinon plusieurs localités de l'Éthiopie,
Djibouti quasiment depuis le mois d'octobre et menace de prendre le contrôle de la capitale Addis Abeba. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, pas d'édito cette semaine. Soumaïla Rabo, le directeur à l'information, est empêché. Je vous invite donc à rejoindre pour Ça fait débat nos invités. Mesdames et messieurs, depuis le 20 novembre 2021, les populations burkinabées sont privées de connexion Internet via les données mobiles sur toute l'étendue du territoire national. Une mesure qui répond à des impératifs sécuritaires selon le gouvernement, auteur de la dite mesure. Une situation qui a conduit diverses réactions, notamment l'association des blogueurs du Burkina Faso, des organisations professionnelles des médias et le chef de file de l'opposition au Burkina Faso. Quand bien même cela ne concerne pas la connexion ADSL et la fibre optique, cela n'est pas sans conséquence sur la vie sociale et économique des Burkinabés. Quel est l'impact? C'est dans ce sens que justement nous en discutons. Et pour en parler, dans Ça fait débat, deux invités. Déjà à ma gauche, M. Alex Balogun. M. Alex Balogun est consultant en marketing digital. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Également, un autre invité, un confrère, il est d'un site en ligne. J'ai nommé pour vous Amadou Ouedraogo. Amadou Ouedraogo, journaliste à minute.bf. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, chers téléspectateurs, pour Ça fait débat, nous allons échanger sur la suspension en lien avec la connexion Internet mobile. Quel impact social et également économique? Déjà, pour ce qui est des invités sur le plateau, on serait bien enchanté de savoir comment est-ce que vous vivez depuis la suspension de la connexion Internet mobile, cette situation. Déjà avec M. Balogun. Merci beaucoup. C'est une situation très très difficile, surtout que nous sommes dans le domaine du digital et on sait que tout ce qui est digital c'est en lien avec la connexion Internet. Sans la connexion Internet on ne peut pas travailler. Et personnellement, en tant que consultant, je travaille avec plusieurs structures à l'international. Et nous sommes bloqués, nous n'arrivons pas plutôt à avancer dans nos activités. C'est hyper compliqué. Et aussi pour nos clients même ici au Burkina. Donc c'est une situation vraiment compliquée et qui a un impact sur... parce que nous sommes à une période stratégique de l'année. Oui, beaucoup de commerçants, beaucoup d'entrepreneurs dans cette période sont déjà allés à l'extérieur, ont fait des achats, se sont approvisionnés et maintenant on est à l'aide de boostage sur Facebook, comme on le dit, de vendre vraiment, de maximiser la vente à cette période de fin d'année. Et là, il y a un blocage. Et beaucoup de personnes sont en train de connaître déjà des pertes. Et c'est grave. On reviendra naturellement en détail sur justement cet impact-là, parlant justement d'affaires. Alors, je me tourne vers M. Ouedraogo. Oui. Quel est également ressenti après, on va dire, cette suspension de l'Internet mobile? Il faut le dire, nous vivons mal la situation, étant donné que nous sommes un site en ligne, c'est-à-dire un journal en ligne. Nous travaillons majoritairement avec Internet, sinon à 100% avec Internet. Le problème est que la suspension de l'Internet mobile nous complique notre travail, étant donné que nos journalistes sur le terrain ont vraiment du mal à connecter et à collecter l'information et les envoyer à temps. Puisque nous, nos journalistes partent sur le terrain, c'est l'instantanéité chez nous. Donc les journalistes partent sur le terrain, collectent l'information, ils nous envoient. Et nous qui sommes au bureau, pour qu'on traite et qu'on publie de façon instantanée. Mais là, la situation fait que le journaliste est obligé de collecter, même pour une simple photo, il faut qu'il se déplace pour venir le rendre au service. Donc c'est vraiment compliqué, ça rend difficile le travail. Et nous travaillons doublement pratiquement ce laps de temps-là. On est obligé de travailler jusqu'à 23h, minuit. Parce que tu ne peux pas aller à la maison pendant que tu dois être vraiment au diapason de l'information. Puisqu'il y a je prends l'exemple du discours du président qui l'a fait, par exemple, à 23h la dernière fois. À la maison, c'est le blackout. Or que vous devez informer vos lecteurs. Donc ça rend compliqué la tâche. On est obligé de rester
au service pour profiter justement de la connexion ADSL qui est au service jusqu'à une certaine heure. Donc ça fait que et le lendemain très tôt il faut être là pour pouvoir effectivement voir s'il y a des informations et informer les lecteurs. Donc c'est vraiment compliqué, vraiment c'est dur, là, le travail devient vraiment difficile. Alors, dans votre mission, on va dire, de collecte de l'information, vous êtes en contact, on va dire, avec les populations. Alors, depuis, on va dire, cette mesure-là, est-ce que vous avez pu observer comment se passe le quotidien des Burkinabés? Il faut le dire, les gens se plaignent, les gens ils sont aux aguets tous les jours. Surtout nous qui sommes des médias, les gens viennent vers nous et ça va prendre fin quand? Est-ce qu'ils vont prolonger? Est-ce que les gens sont inquiets? Ils nous reviennent constamment. Et il y a beaucoup, comme le disait, il y a beaucoup de leurs activités carrément au ralenti. Il y a des gens qui vivent que de ça. Donc c'est vraiment, les Burkinabés vivent mal. Et ils sont obligés de venir vers nous. Et il y a quel type d'information? Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Or qu'avant, ils pouvaient allègrement se connecter et puis vraiment avoir les nouvelles sur Internet. Donc vraiment, c'est compliqué. Voilà. Alors, Monsieur Ologun, pour ce qui est de cette mesure, le gouvernement qui est auteur, on va dire, de cette mesure-là, a confié comme argument pour la suspension des impératifs sécuritaires. Alors, comment voyez-vous, on va dire, la pertinence de cet argument? Personnellement, je pense que il y a plusieurs manières de gérer une crise. Et si nous avons un plan préétabli qui nous permet déjà de réagir face à des crises, on n'a pas besoin de prendre ce genre de décision pour régler les choses. Donc ça révèle l'insuffisance au niveau du système de gestion que l'État a mis en place, vraiment. Et ça fait très mal que tout un pays, on n'a pas, si vous permettez, il y a cette insuffisance qui est remarquable, oui, au niveau de la gestion. Oui, sinon on peut gérer la crise autrement, oui, parce que vous privez des gens de la communication. Aujourd'hui, l'Internet ne c'est pas juste, bien sûr, au business, il y en a, mais l'autre côté aussi, c'est la communication. Et pourquoi on les appelle les réseaux sociaux? Parce que ça nous permet de rester de façon connectée et de communiquer avec les gens. Comme quelqu'un disait hier, j'arrive pas à communiquer avec mes frères à l'extérieur. Donc, il y a le côté social qui est marqué. Est-ce que vous êtes demandé pourquoi la prison ne change pas quelqu'un? Parce qu'on envoie normalement quelqu'un en prison comme des mesures correctives, mais pourquoi la personne ne change pas? Pourquoi il devient pire? Parce qu'on l'a isolé. Donc lorsque les gens sont isolés, la plupart du temps, ils se révoltent, ils deviennent encore plus dangereux. Je pense que c'est ce qui se passe actuellement. Parce que le Burkinabé est isolé, oui, on t'isole, on t'empêche de communiquer, on t'empêche d'être informé, on t'empêche de rester en réseau. Et là, tu es obligé de réagir. Et de réagir de façon, bien sûr, très dangereuse. Voilà ce que je fais. D'accord. Monsieur Ouedraogo, vous partagez le même avis sur la question. Le gouvernement qui avance comme argument des impératifs sécuritaires pour suspendre, on va dire, pendant pratiquement 96 heures, 2 fois, on va dire, la connexion Internet mobile. Tout à fait, je partage son avis. Moi, j'ai plutôt peur du revers de la médaille, puisque ça risque d'entraîner l'effet contraire, parce que ça révolte plus d'un. En fait, c'est ça le véritable problème. En voulant arranger, moi, je pense qu'ils sont en train de... Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vivent de ça. Ces gens-là, ils ne peuvent que se révolter, en fait. C'est vrai, on peut dire, mais est-ce que c'était la solution pour résoudre cet impératif sécuritaire? Moi, je pense qu'il fallait trouver d'autres alternatives pour pouvoir résoudre cette crise et ne pas aller à ces extrêmes-là. Moi, je trouve que c'est l'extrême, en fait. Parce que priver des gens de leur... J'ai envie de dire affamer des gens. Il y a des gens qui vivent de ça. Les commerçants, on sait comment le commerce fonctionne au Burkina. Pratiquement, les gens vivent au jour le jour. Vous fermez le robinet de ces gens les gens qui n'ont pas de magasin, leur magasin c'est sur le net. Ils vendent
ils interagissent avec leurs clients. Il y a beaucoup aussi qui ne payent qu'en ligne. Voilà, bon, ces gens-là, c'est des révoltés que vous créez. C'est vrai, on comprend que pour des impératifs sécuritaires, on prend des mesures, mais nous trouvons que ce n'est pas la bonne mesure en fait. Pour vous, c'est extrême. C'est extrême. Comme l'a dit M. Ologun, on pourrait se retrouver dans... Balogun, autant pour moi. On pourrait se retrouver pratiquement dans une situation où les populations vont être révoltées et le pire pourrait arriver. Je ne suis même pas dans les suppositions, c'est ce qui nous revient. En tant que journaliste, les populations, nous sommes au contact des gens, les gens sont révoltés, ça énerve les gens. Moi, je pense que c'est vrai, il y a des gens qui sont mécontents par rapport à la gestion sécuritaire, il y a des gens qui font des posts, comment on appelle ça, incendiaires sur Facebook et autres. Donc, il y a cette catégorie de révoltés-là. Mais vous ajoutez à cette catégorie de révoltés d'autres révoltés du net. Donc en fait, moi je pense que ça exacerbe, ça augmente la chose en fait. Donc je trouve vraiment que ce n'était pas la solution. C'est vrai, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, on ne sait pas quel genre d'informations les membres du gouvernement ont par devers eux pour aller jusqu'à ces extrêmes, mais nous pensons que ce n'est vraiment pas. Est-ce que vous suspectez également, on va dire en termes de raison, cette marche qui était prévue samedi, en lien justement avec cette demande d'un certain nombre d'organisations de la société civile, la démission du président du Faso. Est-ce que vous pensez que cela a un lien avec la suspension? Je pense que cela pourrait avoir un lien, puisque Internet, on le sait, c'est le lieu où les gens se mobilisent. C'est le lieu où on peut faire facilement appel à des manifestants. Donc je pense que pour casser la dynamique justement de cette protestation, le gouvernement pourrait tenter de supprimer Internet mobile ou soit de suspendre Internet mobile pour pouvoir justement casser cette dynamique. C'est une hypothèse. Mais est-ce que cela véritablement a eu un impact? Parce qu'on a pu voir que tant bien que mal, certains sites en ligne comme le vôtre ont pu justement porter des clichés. Bien sûr, nous sommes résilients, nous n'allons pas quand même nous laisser éteindre comme ça. En fait, mais ça a rendu notre travail difficile. C'est comme je vous le disais tout à l'heure. On travaille doublement maintenant. On part sur le terrain, on collecte l'information et à l'aide de nos engins, on revient à la rédaction, on traite, on publie et on répare encore. Vous voyez comment c'est fastidieux. Mais bon, nous sommes des entreprises de presse et nous n'allons pas laisser cette interruption de Internet mobile nous laisser et nous nuire jusqu'à un certain niveau quand même, puisque c'est une entreprise de presse comme on le dit. Voilà. Merci bien, M. Ouedraogo. M. Balogun, je me tourne vers vous et je me pose la question de savoir, pour cette mesure du gouvernement, est-ce qu'on aurait pu envisager autrement? Et autrement, ça pourrait être quoi? Suspendre rien que les réseaux sociaux les plus utilisés par les Burkinabés, à savoir Facebook et WhatsApp. Est-ce que ce serait possible? Ça aurait été du moins possible? Moi, je pense que quand on parle de Facebook, quand on parle de WhatsApp, ce sont toujours des entreprises qui fonctionnent avec ces applications. Vous prenez le WhatsApp Business, vous avez des milliers d'entreprises qui ont un compte sur WhatsApp et les achats sont faits directement par WhatsApp. Et Facebook, c'est la publicité. Nous-mêmes, nous avons lancé un boostage en cours. Et lorsque l'Internet a été suspendu, on était obligé d'arrêter en même temps. Beaucoup de personnes ont fait. Donc, je pense que ça ne règle pas la situation. Et malgré cette suspension, comme il a bien dit tout à l'heure, ça n'a rien empêché. Et moi, je pense que ce n'est pas vraiment la solution. Oui, ce n'est pas du tout la solution. Si, malgré ça, ce que le gouvernement peut-être voulait empêcher, c'est toujours produit, je pense que ce n'est pas la solution idéale. D'accord. Monsieur Ouedraogo, partagez-vous le même avis, qui est que pour cette mesure-là, on aurait peut-être pu envisager d'interrompre, on va dire d'une certaine manière, certains réseaux sociaux, ou plutôt trouver autre formule? Moi, je reste sur ma position. Je pense que ce n'était même pas la solution de suspendre Internet, a fortiori suspendre les réseaux, comment on appelle ça? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Puisque actuellement, c'est vrai, certains, eux, pourraient dans leur position voir
les réseaux sociaux comme un lieu de mobilisation, un lieu de, comment on appelle ça, de possible déstabilisation. Mais il y a d'autres fonctionnalités, les gens l'utilisent autrement aussi. Les gens vivent de ça, c'est pratiquement un lieu de travail pour d'autres personnes. Donc je pense que vraiment ce n'était pas la solution de couper. On aurait pu penser à autre chose. Et ça pourrait être quoi? Excusez-moi, le chef de l'État est le père de la nation. Et un père doit savoir parler à ses enfants, doit savoir obtenir des résultats, pas certaines. C'est ça le leadership, en fait. Et donc, je pense que la force ne règle pas toutes les situations. Donc, on pouvait, bien sûr, utiliser d'autres approches et pour pouvoir amener la population, parce que la population demande quelque chose. Oui, même le fait de faire semblant de donner, des fois, automatiquement, on a patience. On patient et puis on est prêt. On se dit, ok, d'accord, on pense qu'on peut l'obtenir, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que le chef de l'État a d'autres dispositions, bientôt d'autres dispositions pour pouvoir obtenir ou empêcher ce qu'il veut empêcher sans forcément couper la connexion Internet. Oui. Hein, parce que en leadership, il y a ce qu'on appelle l'influence. Donc on peut influencer les gens de façon positive, on peut les influencer aussi de façon négative. Donc on peut utiliser son influence pour changer la vie, pour changer beaucoup de choses. Donc ça c'est déjà aussi bien sûr une autre solution qui pouvait être adoptée. D'accord. À vous écouter, on a l'impression que c'est comme une sorte de faux problème lorsque nos autorités nous disent que l'Internet mobile est suspendu pour des impératifs sécuritaires. Si peut-être on avait consulté des experts en la matière, ces experts-là auraient pu proposer quelque chose de mieux. Merci. Tout à fait. Parce que moi, je pense qu'en fait, en adoptant, en prenant ces mesures-là, je pense que c'est en réalité déplacer le problème. C'est-à-dire qu'on ne fait pas face au problème. Parce que tôt ou tard, ça va se rétablir. Voilà. Donc, en ce moment, vous faites comment? Ce que vous craignez va revenir. La preuve, il y a certains... Bon, puisque je me dis, c'est certains activistes qui ont... à cause de certains activistes que souvent ces mesures-là... que ces mesures ont été prises. Mais nous voyons que certains activistes se tiennent prêts et attendent l'ouverture d'Internet pour encore... Il y a des représailles en vue. Donc en fait, le gouvernement, à travers ces mesures, a tout simplement fait une politique de l'autruche, en fait. Ils n'ont pas fait face au problème. Or, pour résoudre un problème, il faut faire face. Il y a des technocrates dans le gouvernement. Je ne doute pas de leur capacité intellectuelle. Je pense que ils auraient pu s'asseoir, réfléchir et trouver un problème à cela. Une solution à cela. Voilà. Et sans forcément vraiment aller à ces extrêmes. Parce que tout simplement, c'est déplacer le problème. Alors, dans ce sens, vous avez pu le constater, hein, bien sûr, les gens se plaignent. Est-ce que l'on pourrait voir, à côté de ces plaintes-là, une sorte de violation de droits des citoyens? C'est une violation des droits des citoyens. Par exemple, nous, en tant que journalistes, on a restreint notre capacité de passer l'information. Donc, en d'autres termes, je pourrais dire que c'est une entrave à la liberté d'expression. Donc, déjà, par là, c'est une privation de droit. Quand bien même que les autorités disent que la décision a été prise, la mesure a été prise en tenant compte d'une loi qui prescrit cela. Bon, sans être vraiment un éminent juriste, cette loi, si vous regardez dans le fond, elle est vraiment discutable par rapport à justement cet aspect sécuritaire. Mais comme je ne suis pas un spécialiste du droit, je ne vais pas m'aventurer dans ça. Mais quand même, je me dis que c'est quand même discutable. Voilà. Cette loi par rapport à la situation actuelle pour dire que ça
ça renvoie à une situation sécuritaire délétère pour pouvoir user de cela et supprimer la connexion. D'accord. Ouais. Merci bien, M. Drago. Réaction, M. Balogun, à ce propos. Est-ce que vous pensez qu'il y a violation des droits des citoyens? Je ne suis pas spécialiste dans le domaine des droits et je préfère ne pas en parler. C'est un domaine que je ne maîtrise pas. D'accord. Alors, on poursuit toujours. C'est sûr que ceux qui nous écoutent voudraient naturellement savoir, avec cette situation, notamment la suspension de l'Internet mobile, si toutefois il y a un établissement, quelles devraient être, on va dire, les postures que chacun et chacune devra avoir? Déjà avec M. Ouedraogo. La posture que par rapport à... Tout à fait. Le comportement que l'on devrait avoir sur les réseaux sociaux. Bon, je ne peux pas prédire du comportement des uns et des autres. Je ne peux pas dire que ça va calmer les uns par rapport à, comment on appelle ça, leur publication. Mais connaissant, je n'ai pas envie de dire la hargne de certains activistes, mais moi je pense plutôt que ça va révolter plus d'un et ça va créer vraiment plus d'effets négatifs que d'effets positifs. D'accord. Monsieur Balogun? Je dirais, fait-on en paix. Et faisons les affaires, oui, pour maximiser cette période de fête qui est déjà proche. Et maintenant, on peut régler les autres en 2022. Là-dessus, toujours, il y en a qui semblent sceptiques quant à, on va dire, à la levée de cette mesure-là. Beaucoup craignent qu'elle s'étende encore pour atteindre pratiquement le mois prochain. Alors, s'il faille qu'on se retrouve dans ce registre-là, que peut-on envisager, M. Balogun? Si vous posez cette question à un étranger, je saute sur le prochain avion. Oui, parce que je pense que je prie que ça n'arrive pas. Oui, parce que déjà, l'État burkinabé paie des milliards chaque jour. Déjà, l'État paie des milliards chaque jour. Et les entreprises, la même chose. Les commerçants, la même chose. Donc, ça va vraiment retarder le développement de ce pays. Et je prie que ça n'arrive pas. C'est vraiment dangereux, c'est grave. Est-ce qu'il y a moyen de rattraper, toujours au plan économique, certaines pertes? Je veux parler, par exemple, de ces personnes-là qui avaient, comme on a l'habitude de le dire, des mégas, qui, c'est sûr, arrivent pratiquement même à terme, à expiration. Est-ce qu'il y a possibilité de les récupérer? C'est pas possible. Et c'est sûr aussi que probablement les opérateurs de télécommunications en pâtissent. Est-ce que vous avez une idée de combien Orange fait chaque vendredi de chiffre d'affaires? Moi, je n'en sais rien. Ça veut dire que déjà depuis la coupure de cette connexion Internet, de la connexion Internet, il y a une énorme perte aussi à leur niveau. Toutes ces structures participent à cette perte. Et donc pour ça je dis vraiment, et il y a beaucoup qui seront au chômage, hein, parce que les entreprises certaines entreprises vont fermer. Oui, il y a des entreprises qui ne vivent que ça, comme il a dit tout à l'heure. Donc beaucoup seront au chômage et c'est grave. Donc je pense l'idéal, c'est vraiment qu'on arrive à un terrain d'entente et surtout que cette période que beaucoup de personnes attendaient vraiment, cette période de fin d'année qui est une période de marché, vraiment, qu'on puisse maximiser ça et après on peut régler le reste des histoires. Et justement, puisque vous parlez de chiffres, dans mes recherches, j'ai pu voir que l'index NetBlocks a marqué pratiquement 20 milliards de francs CFA en termes de pertes. Oui, par jour. Oui. Par jour. Oui. C'est énorme quand même. C'est énorme. Et si toutefois on doit demander des dommages et intérêts, à qui doit être, on va dire du moins, à qui on va adresser cette charge-là? C'est comme si vous nous posiez la question à savoir les dommages et intérêts de l'insurrection passée, c'est à qui est-ce qu'on doit demander? Moi, je pense que ça s'apprend à cela. Parce que c'est vrai que ça, c'est inscrit dans un cas. Et puis comme c'est légal, vous allez demander à qui? Ils disent que c'est légal. La coupure, c'est par rapport à la disposition d'une certaine loi
que le gouvernement a citées, c'est tout à fait légal. Donc c'est justifié. Donc vous allez demander des comptes à qui? Bon, à mon entendement. Ce qui est justifié par une loi, vous allez demander des comptes à qui? C'est une perte, c'est une perte. Donc aussi bien les citoyens perdent, les opérateurs de télécommunications perdent. Et le gouvernement paie. Voilà pourquoi je dis Énormément. que c'est extrême. C'est une mesure extrême. On ne peut pas aller... Oh, je ne sais pas si ça en valait vraiment la peine en fait. C'est la question que je me pose. Et est-ce que ces dégâts ont été mesurés dès le départ, avant la coupure de la Tout à connexion fait. Internet? Et parlant justement de dégâts, je m'interroge toujours en lien avec cela. Et M. Balogun l'a cité, hein, et j'ai eu froid au dos quand il dit que si toutefois il y a prolongation, on va dire pour ce qui est de cette mesure-là, si je suis un partenaire, si je suis étranger, je prends mon avion. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme scénario en termes de risque pour notamment le commerce en ligne, de ce que vous savez ce que vous avez comme expérience? Beaucoup vont mettre la clé sous le paillasson, comme on le dit. Il y a beaucoup qui vont fermer. Ça, c'est les entreprises réglementées qui sont dans le formel. Il y a beaucoup aussi qui sont dans l'informel et qui vivent de ça. Ouais. Et moi, bon, je mesure mes mots, mais beaucoup risquent de se retrouver à la rue pour revendiquer. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont dos au mur. Oui. C'est ça le risque. Oui. Donc c'est vraiment dangereux et bon, c'est comme le disait M. Balogun. Est-ce que tous ces impacts ont été mesurés avant d'appliquer vraiment cette mesure? C'est la question qu'on se pose. Parce que c'est vraiment, moi, à mon entendement, c'est vraiment extrême et beaucoup d'entreprises vont disparaître. Nous, je le disais tout à l'heure, on est résilient, mais on va tenir jusqu'à quand? Quand vous parlez même de résilience, est-ce que tous les sites en ligne le sont? C'est ça le problème. Parce que c'est comme on le dit, il y a chaque entreprise a un niveau de développement. Chaque entreprise a un niveau de capital qu'il a. Donc vous fonctionnez en fonction de cela. Donc ça veut dire que ceux qui ont les moyens assez réduits vont fermer. Nous pourrons, parce qu'un journal qui n'arrive pas à produire, à faire lire ses lecteurs, ça ne sert plus d'exister. C'est ça le problème. Et ça affecte aussi le chiffre d'affaires, parce que je pense que Énormément. selon le modèle économique, il y a la publicité et autres. Bien sûr. Les gens vont dire, mais pourquoi je mets parce que c'est déjà le nombre de lecteurs va diminuer. En fait, c'est ça. Donc pourquoi je paye la publicité si je sais que vous n'avez plus le même... Puisque ce que nous on vend, bon, entre griffes, c'est les internautes, c'est les lecteurs. C'est parce qu'il y a un certain nombre de lecteurs Exactement. que les annonceurs viennent par devers nous pour avoir de la visibilité. Du coup, ils ne voient plus l'intérêt de venir, par exemple, faire une annonce d'une semaine pendant un temps où ils savent qu'il n'y aurait pas assez de visibilité. Ouais. Donc, du coup, ils ne viendront pas. Ouais. Donc, en ce moment, ça, c'est un manque à gagner. Ouais. Et on en souffre. Par exemple, pratiquement pendant cette période, nous, on n'a pas reçu d'annonce, par exemple, pour faire passer quelque chose. Ça, c'est déjà quelque chose de palpable sans rentrer dans les calculs mathématiques pour mesurer l'impact économique que cette mesure a sur notre entreprise. Et comment même vous vous êtes pris pour gérer les engagements que vous avez préalablement avec les autres annonceurs? Voilà, c'est ça aussi le problème. Mais bon, on espère qu'ils vont comprendre. Parce que la mesure, comme elle est globale, jusqu'à présent, on n'a pas eu de plainte, donc on espère qu'ils seront maillonnés, comme on le dit. Ok, Monsieur Logun, vous êtes consultant. Balogun. Je vous ai dit en début d'émission qu'il fallait nécessairement que je puisse aller à l'école de la maîtrise de ce nom-là, mais je pense que je vais y arriver. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes consultant en marketing digital. On sait qu'au Burkina Faso, en tout cas ce qui est du secteur informel, la majorité des citoyens, en tout cas, est pratiquement dans ce domaine-là. Alors, en termes de risques que peuvent du moins courir les personnes qui sont dans le commerce en ligne, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec pratiquement ces 96 heures 2 fois qui sont arrivées, beaucoup pourront se relever? C'est possible. Et pour ceux qui sont résilients comme... Mais je pense que imaginez une entreprise ou un entrepreneur qui fait un prêt à la banque. Il dit, je vous rembourse dans 1 mois, je vous rembourse dans 2 mois.
et qui voyage bien, qui lance des commandes et les commandes arrivent. Déjà même, il faut la connaissance et la connexion pour communiquer avec ses fournisseurs. Ça, c'est déjà un problème. Donc, ça peut déjà retarder dans sa commande et autres. Et on sait bien que lorsqu'il s'agit des prêts, c'est le temps. Oui. Et les marchandises arrivent. Moi, j'ai des clients, par exemple, pour qui je communique tout le temps. Et qui déjà sont prêts à lancer, qui devraient lancer des boostages sur Facebook pour faire écouler leurs produits, mais qui n'arrivent pas en ce moment. Et c'est une perte énorme. Il y a d'autres qui ne pourront pas se relever. Et si c'est prolongé encore, c'est grave. Donc il y a vraiment d'autres qui ne pourront pas se relever. Et déjà, il y a une perte quotidienne au niveau de ces entreprises-là. Et c'est grave. Il y a d'autres qui, par exemple, qui sont dans la publicité aussi, parce qu'ils font des publicités pour les entreprises. Ils vont gérer ça comment? Ils ne peuvent pas faire de chiffres et ils ont des charges quotidiennes. C'est la même chose, on va dire, pour ceux qui sont dans le domaine du trading. Ça, c'est encore pire. Ça, c'est encore pire. Parce que s'ils n'ont pas la connexion Internet, ils ne peuvent absolument rien faire. Et c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on peut craindre? Parce qu'on a vu, de par le passé, et même hors du Burkina Faso, des sociétés comme ça qui ont dû justement passer la clé sous la porte à cause, pas forcément des situations en lien avec la connexion, peut-être des mésententes avec le gouvernement. Et si pire arrivait, suspension comme on l'a au niveau du Burkina Faso avec l'Internet mobile, qu'est-ce qui pourrait arriver pour ce qui est du trading au Burkina Faso? Moi, je pense que la même chose. Les gens vont s'endetter parce que ça fonctionne à 24 heures sur 24 heures avec la connexion Internet. Et sans la connexion Internet, ils sont bloqués, ils sont aveugles. Et quand tu es aveugle dans le domaine du digital, c'est que tu risques de perdre tout en un clin d'œil. Donc il y a d'autres qui vraiment risquent de... je prie que les gens ne fêtent pas mal dans cette période de fête. Le Wi-Fi ne peut pas régler la question. Hein. Est-ce qu'ils ont accès au Wi-Fi? Est-ce que toutes les connexions de Wi-Fi sont efficaces et fiables dans cette période-ci? C'est un peu ça le défi. D'accord. Oui. Oui, avec déjà les prestations qu'on a pu voir avec nos opérateurs de télécommunications, nous sommes actuellement à la 4G. Je ne dirais pas à la place des citoyens que, en tout cas, les prestations ne sont pas toujours comme on l'entend. Mais si on doit se contenter en tout cas du Wi-Fi, on se demande véritablement ce qui pourra en être pour ce qui est de nos commerces. Oui, parce que même avec le Wi-Fi, est-ce qu'on peut, pour combien de temps on peut tenir? Parce que il y a eu aussi, les gens sont en train aussi de commander le Wi-Fi. Et plus il y a beaucoup de personnes qui vont demander ce service-là, plus c'est surchargé. Et comme eux aussi ne se sont pas préparés pour ça, il serait difficile de maintenir à un moment donné. Est-ce qu'en attendant, c'est la solution qu'il faut opter? La solution qu'il faut opter, c'est de nous donner la connexion. Bon, ça, je pense que vous vous adressez au gouvernement afin que la mesure, justement, soit levée. Alors, je reviens vers M. Ouedraogo. Imaginez ceux qui étaient en conversation d'affaires avec la connexion Internet. Et tout à coup, on coupe et vous n'avez plus accès pour pouvoir continuer ou finaliser cette conversation. C'est dangereux. Même au niveau de certains médias, je citerai par là notre exemple pour parler de Savane Média, il arrivait par moment que nous soyons en conversation Zoom, voilà, avec certains intervenants pour certaines émissions, et on a dû justement surseoir parce que l'intervenant avec qui nous sommes en communication utilise des données mobiles pour pouvoir justement interagir avec nous. Imaginez. Et beaucoup de médias, c'est sûr, vont surseoir à cette formule-là. Voilà. Donc, c'est des conséquences également que doit supporter pratiquement tout le monde, médias, citoyens. Et comme M. Balogun le dit, on espère qu'on trouvera solution d'ici là. Le temps pratiquement court contre nous. C'est sûr que beaucoup en tout cas qui nous écoutent, j'étais avec vous M. Balogun et je demandais à savoir si le Wi-Fi un temps soit peu pourrait justement résoudre la question. Si je le demande, c'est parce que le constat est que certains pensent que le Wi-Fi n'est pas à la portée de tout le monde. Est-ce que c'est vrai? Si tant qu'on peut l'utiliser comme formule, on va dire formule plan B en attendant d'avoir nos données mobiles. Absolument, c'est un plan B, c'est ce qui nous permet d'être résilients, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est aussi, pour l'instant, on se contente de ça et on fait avec, même si c'est vraiment difficile.
Par exemple, la majorité des gens, si tu n'étais pas préparé, n'ont pas le Wi-Fi chez eux à la maison. C'est vrai qu'il y en a qui l'ont. Mais la majorité, ça c'est un fait, ne l'ont pas. C'est vrai que dans une moindre mesure au service. Et même il y a, comment on appelle ça, il y a certains services où c'est des modems qui fonctionnaient. Voilà. Et ça te surprend. En fait, tu es bloqué. Voilà. Maintenant, ceux qui ont la DSL, par exemple, je prends toujours notre cas minute.bf. Nous travaillons pratiquement de 7h à minuit parce que la majorité du temps, nous sommes au service du matin jusqu'au soir à 18h. Mais quand on repart à la maison, on travaille. Il y a les communiqués qui viennent, on traite, on publie. On peut aller en reportage à 19h, ça revient, on traite, on publie au cours de la nuit. Les lecteurs sont connectés pratiquement tout le temps. Mais actuellement, on est obligé de rester au service jusqu'à minuit, souvent 1h. Vous imaginez les conséquences sociales. En fait, tu n'as même plus de vie. C'est ça le problème. Et l'insécurité, tu quittes le boulot à minuit, 1h, tu vas traverser un quartier périphérique, voilà, avec tous les risques. Voilà. Non, en fait, c'est ça. C'est vrai que le Wi-Fi, vraiment, ça compense un temps soit peu, mais vraiment, à long terme, ça serait extrêmement difficile. D'accord. Réaction, M. Balogun? Oui, je pense même aux étudiants qui font des cours en ligne et qui sont bloqués depuis un certain moment. Et où, si vous donnez des cours aux gens en ligne, vous êtes bloqué, ça veut dire pas de chiffre d'affaires. Bien sûr que le Wi-Fi est un plan B, mais le problème avec le Wi-Fi, c'est que ça vous sert à vous. Mais lorsque vous avez affaire avec les gens qui utilisent les données mobiles, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas. Donc ça, en réalité, ça ne vous sert même pas grand-chose. Et la deuxième chose, c'est que le Wi-Fi n'est pas mobile. On ne peut pas sortir avec, on ne peut pas se déplacer avec. Et vous êtes obligé, alors, moi j'ai fait des jours au bureau, je suis obligé de dormir au bureau, oui, parce que je travaille toute la nuit avec des gens à l'international et je ne peux pas rentrer, parce que je n'ai pas le Wi-Fi à la maison. Et donc ça complique vraiment la vie. Oui, vous êtes obligé, parce que vous ne pouvez pas déplacer le Wi-Fi. Donc vous êtes obligé de rester là. Si c'est à 7h, vous avez une réunion en ligne. Et si c'est à 2h, vous êtes obligé. Et vous pouvez avoir une réunion à 2h ou peut-être avec des partenaires aux États-Unis. Chez eux, ce n'est pas 2h. Mais là, vous êtes contraint de rester au bureau et c'est grave. Donc le Wi-Fi n'est pas vraiment une solution. D'accord. On n'oubliera pas que nous sommes pratiquement à une époque où les cybercafés sont révolus. Voilà. Pour en trouver en ville, c'est pas évident. Même si, bon, il y a quelques-uns encore qui essaient de fonctionner, ce n'est toujours pas la solution. Ce n'est toujours pas la solution parce que tout est une question de tendance, je dirais. Dans le temps, tout le monde pratiquement se retrouvait dans les cyber, on en trouvait à chaque coin de rue. Mais actuellement, ce n'est pas évident. Par exemple, comme je suis journaliste, je reviens toujours à ça. S'agissant de la marche du 27, la couverture médiatique, on avait pensé à ça, trouver un endroit, un cybercafé en ville, où nos reporters pourraient aller là-bas et nous envoyer les informations de façon instantanée. C'est ça aussi notre marque à minute.bf. C'est l'instantané. Voilà. Mais on a scruté, on n'a pas vu. On a scruté, on n'a pas vu. Donc on était obligé de faire la navette. On a placé 3 à 4 journalistes au niveau du lieu de reportage. Bon, si celui-là prend un certain nombre d'éléments, il revient à la rédaction, il reverse pour publication, pendant que l'autre est là-bas en train de prendre encore des éléments. Lui, quand l'autre revient, l'autre repart au service. Vous voyez comment c'est facile. Ça fait encore plus de dépenses. Voilà, plus de dépenses en termes de carburant, en termes de risque. Parcourir la ville comme ça de façon à vivre à lieu pour vraiment être vraiment... Voilà, c'est compliqué. Donc, les cybercafés, si c'est pas, ça va se créer. ça ne court plus les rues. C'est ça, justement. c'est ça. Donc, c'est vraiment compliqué. Et pour ce qui est, on va dire, de l'actualité qui provient des provinces, pour parler de l'intérieur du pays, comment vous y prenez? Voilà un autre problème.
nos correspondants qui sont par exemple dans les différentes provinces, quand ils envoient l'information, c'est vrai. On utilise aussi, j'oubliais de le signaler, on utilise aussi la messagerie, les SMS. Oui. Ça, ça a un autre coût. Et le journaliste, c'est des short messages. En fait, c'est court. Voilà. Donc, on est obligé de se coincer dedans pour recevoir d'abord l'information sur le terrain. Et maintenant, les sites en ligne, c'est aussi l'image qui va avec. C'est ça l'autre problème de la chose. Donc, il faut trouver soit une image d'illustration et ça ne cadre vraiment pas. Donc, en fait, ça complique la chose. Or, pourtant, vous ne pouvez pas avoir l'information et puis ne pas publier. En fait, c'est contraignant. Voilà, je prends l'exemple des manifestations puisque c'est d'actualité. Il y a eu plusieurs manifestations dans les provinces. Nous avons des correspondants. Comment ils font pour envoyer les messages, les différentes informations? C'est vrai, ce n'est pas tous les correspondants dans toutes les provinces où on peut trouver des cyber pour envoyer. Voilà. Et là aussi... Le Wi-Fi non plus n'est pas disponible voilà. Et dans certains services et le débit. Voilà. Donc, c'est des coûts supplémentaires. On est obligé d'envoyer encore de l'argent supplémentaire aux correspondants sur place pour qu'ils se débrouillent pour nous envoyer vraiment l'information. C'est compliqué. Donc ça c'est des pertes. C'est des pertes. Mais puisqu'on est obligé d'exister, bon, on est obligé de faire avec. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de ce temps d'entretien. Dernier mot, M. Balogun, quitte, on va dire, à l'endroit de nos téléspectateurs, ou sinon, en particulier à nos autorités, les auteurs de la mesure. Moi, je vais plutôt m'adresser à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, pour dire que c'est un défi à relever. Et il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se laisser déstabiliser ni être découragé par cette situation-là. Nous pouvons la surmonter et le plus important, c'est votre réussite dans la vie et traverser cette période, traversons ensemble cette période de façon forte et nous allons tous réussir et briller ensemble. Merci. Monsieur Balogun, merci. On espère en tout cas que le message est passé et que chacun en fera montre. Monsieur Ouedraogo? Et moi, comme dernier message, c'est plutôt un appel à l'endroit des dirigeants. J'ai envie de dire que nous ne sommes pas dans la confrontation. En deux griffes, c'est de la négociation, mais en tout cas, ils pourront comprendre que vraiment nous sommes dans le besoin. Si toutefois il y a une autre mesure à prendre pour vraiment désamorcer la situation, qu'ils puissent vraiment nous permettre de renouer avec nos anciennes pratiques, à savoir l'utilisation de Internet mobile. Donc je veux vraiment lancer un appel au gouvernement à ce qu'il rétablisse la connexion au niveau de l'Internet mobile, parce qu'on en souffre vraiment. Et à l'endroit, on va dire, des citoyens, ou sinon des surfeurs, pour ce qui est de l'Internet. C'est nul bon, ça va aller. Et d'être résilient surtout aux entreprises, j'ai une pensée vraiment à eux, surtout ceux du secteur informel qui peuvent disparaître justement dans ces 8 jours-là. Et vraiment, je leur dis courage. D'ici là, nous espérons que le gouvernement ne va pas renouveler cette mesure et qu'il va surseoir à cette mesure. Ok, espérons et tenons bon. C'est les messages que l'on va retenir de nos deux invités. Mesdames et messieurs, suspension de l'Internet mobile au Burkina Faso, quel impact social et économique? C'est le sujet qui faisait l'objet d'analyse avec nos invités. Et pour en parler, je rappelle que je recevais pour vous Monsieur Alex Balogun. Il est consultant en marketing digital et également un confrère, Amadou Ouedraogo, journaliste à minute.bf. Merci à vous qui avez pris le soin de nous suivre. Ça fait débat s'achève ici et également pour 7 jours dans la savane. À très bientôt pour un nouveau numéro et bonne suite en compagnie de nos programmes.